Merci d'être fidèle à nos programmes. Bonsoir et bienvenue dans ce 19:45 sur ITV. Dans l'actualité de ce mercredi, l'Assemblée nationale déclare irrecevable la proposition de loi criminalisant l'homosexualité. Le collectif And Dikoyi dans tous ses états, selon ses membres qui portent ce combat, justement, la décision de l'Assemblée n'a aucune base légale. Les élections locales approchent, la ville de Guédiawaye prend les devants. Les religieux, en collaboration avec des mouvements associatifs, mènent une campagne de sensibilisation à la non-violence auprès de la jeunesse. Nous attendons également la Coupe d'Afrique des Nations. Le coup d'envoi ce dimanche au Cameroun. La CAN suscite cependant moins d'engouement comparé aux années précédentes. La vente de maillot bat de l'aile également. Le reportage de Alioune Sow à suivre dans quelques instants. Tout de suite le développement. L'Assemblée nationale ne va pas examiner la proposition de loi criminalisant l'homosexualité au Sénégal. Le document est déclaré irrecevable et selon les parlementaires, la loi actuelle est très claire sur la question. L'homosexualité est déjà un délit. Cette justification ne convainc visiblement pas le collectif And Dikoyi. Le coordinateur Ababakar Mboup déclare que les députés ont eux-mêmes violé la loi. Cher Diop l'a interrogé. On les a remis un dossier. Le bureau était censé statuer sur deux éléments tout simplement. C'est-à-dire que est-ce que cette proposition de loi est conforme à la loi d'abord? Deuxième élément, est-ce que cette proposition de loi a des incidences financières? C'est tout. Mais ils ont outrepassé leur prérogative pour parler d'opportunités. Qui les a demandé de statuer sur les opportunités de cette proposition? Ensuite, vous voyez sur le communiqué, il n'est nullement mentionné la disposition qui les permet ou bien la disposition sur laquelle ils s'appuient pour rejeter ou bien pour déclarer irrecevable en fait cette proposition de loi. Donc ceci est une violation flagrante du règlement intérieur qui est une loi organique. C'est une violation aussi flagrante tout simplement des dispositions de ce pays-là, des lois et des règlements. Donc on n'attendait pas en tout cas des autorités en fait de cette carrure commettre en fait de tels actes. Les élections locales approchent à grands pas. La période de pré-campagne démarre ce samedi sur l'ensemble du territoire national. Guédiawaye a choisi de mettre en avant les mouvements associatifs en collaboration avec des religieux pour mener une campagne de sensibilisation sur la non-violence auprès des jeunes. Les précisions de Chérif Mbou, oui, un des initiateurs, au micro de Mamadou Lamine Fati. Nous avons invité dans cette journée un islamologue, vous avez vu de vous-même, il est là pour apporter quand même quelques soutiens moral pour permettre quand même aux gens de pouvoir avoir un autre comportement, un comportement responsable. Éviter les violences, c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous allons sensibiliser de part et d'autre, dans les marchés, dans les hôpitaux, dans les rues et partout, pour que les gens puissent arrêter la violence. Nous invitons la jeunesse de revenir à la raison, de respecter les institutions. Les institutions sont là, nous devons les respecter. Nous invitons aussi les responsables politiques, quel que soit leur camp, d'inviter les jeunes à revenir à de meilleurs sentiments et de se conformer aux lois de ce pays. Nous sommes dans un pays démocratique. Les élections locales se profilent donc à l'horizon. La CAN démarre ce week-end. Pendant ce temps, les nouvelles contaminations au coronavirus sont en hausse. Des incertitudes se dessinent peu à peu et les Sénégalais nous disent ce qu'ils pensent justement de ces situations qui se chevauchent. Reportage Moussa Mané. Malgré la flambée des cas de Covid-19 ces derniers temps, les acteurs politiques comptent bel et bien tenir le meeting dans le cadre de la campagne des élections locales. Selon le docteur Pamalik Diop, directeur de campagne de la coalition Benno Bokk Yakaar, les Sénégalais n'ont jamais cessé de se rassembler,
Mais n'empêche, dit-il, ils vont continuer à sensibiliser les militants. Je précise qu'aucune population aujourd'hui au niveau mondial n'a pu être maîtrisée dans aucun pays. Donc les flambées existent partout dans le monde. Maintenant, comme j'ai dit, chacun au niveau où il est doit continuer à donner les éléments d'information. Pour Ndiouga Sakho, directeur de campagne du candidat Doudou Wade à la mairie de Dakar, leur stratégie est de miser sur le porte-à-porte pour éviter les rassemblements. Concernant le contexte, vous avez dû voir que l'aspect mobilisation, l'aspect foule n'est pas une priorité pour nous. Nous voulons aller vers les Dakarois, leur présenter un projet complet d'offres alternatives pour changer Dakar. Par ailleurs, la campagne électorale coïncide cette année avec la Coupe d'Afrique des Nations. Ndiouga Sakho soutient que les jeunes seront moins présents au meeting. Mais c'est une belle opportunité de retenir les jeunes chez eux et d'éviter justement ces mouvements de foule. Surtout d'éviter les jeunes qu'on transporte d'un endroit à un autre, moyennant des espèces sonnantes et trébuchantes. Je crois que ce n'est pas le rôle. Dr Malick Diop, lui, pense le contraire. Il affirme qu'après les matchs, les jeunes pourront assister au meeting politique. Vous savez, le match du Sénégal, c'est 2 heures. Hein. 2 heures, 4. Au bout de 2 heures, quand on compte même la période de la mi-temps, donc c'est 2 heures. Après 2 heures, je pense qu'avant 2 heures, les gens, avant le match, les gens sont dans leurs activités propres et après aussi. Donc ça ne pose pas trop de problèmes. À moins de 4 jours du début de la campagne électorale, les partis politiques s'activent déjà dans leur localité. En dépit de la flambée des cas de Covid-19, 520 nouvelles contaminations ce jour, selon les chiffres du ministère de la Santé. Et Moussa Mané, la CAN démarre donc ce dimanche au Cameroun. Le premier match du Sénégal est attendu lundi. Beaucoup de supporters estiment que la compétition ne suscite pas beaucoup d'engouement. Pas de rush non plus chez les vendeurs de maillots. Alioune Sow et Moussa Fall ont fait le constat sur le terrain. Sénégal, premier match, football, je pense lundi. Non, lundi ça, dimanche quoi, à Zimbabwe. Ils connaissent tous la date de démarrage de la CAN, mais l'engouement laisse à désirer. C'est le cas au jardin de Nyari Tali. Comparé à la précédente édition, je dirais qu'il n'y a pas assez d'engouement. Peut-être que c'est dû à la Covid-19. Mais nous souhaitons que le Sénégal gagne cette fois-ci la Coupe d'Afrique des Nations. Mais pas 100%. Même son de cloche auprès de ce jeune homme rencontré dans les rues de Derklé. Non, c'était la CAN passée qu'il y a plus d'engouement. Cette CAN, les gens ne s'y vont pas à fond, parce qu'ils ont vécu beaucoup de déceptions, c'est pour cela. Au marché Grand Yoff, ce vendeur de maillots soutient que ce n'est pas encore le grand rush à quelques jours du match de l'équipe nationale. Pour l'instant, les affaires sont au ralenti. Peut-être c'est dû aux nombreuses déceptions vécues par les supporters sénégalais. Mais si l'équipe commence à gagner, peut-être les clients vont venir. À moins de quelques jours de la plus prestigieuse compétition africaine, l'engouement n'est pas au grand rendez-vous à Dakar. Même si les Sénégalais rencontrés sont prêts à accompagner les Lions, ils ne sentent pas encore un enthousiasme autour de la tanière. Tout autre chose maintenant, une alerte à propos d'un bâtiment R+3 qui menace ruine à Dakar Plateau. Ceux qui s'activent aux alentours craignent le pire, le danger est permanent. Des craintes recueillies par Aïssa Tokan et Seydina Mbaye. Reportage. Sur la rue 18, angle Ngalandou Diouf, un bâtiment R+3 menace en ruine. Sur place, un restaurant au rez-de-chaussée et une agence d'assurance au premier étage. Pourtant, un des occupants soutient qu'il n'y a aucun danger dans la partie qu'elle occupe, refusant catégoriquement depuis peu mois. Derrière le bâtiment se trouve un parking. Un homme, la soixantaine, ne se rendant sûrement pas compte du danger, fait ses ablutions. Sur ses pieds et au-dessus de sa tête, le bâtiment en état de délabrement. La dégradation avancée de ce bâtiment inquiète ce jeune homme. C'est devenu dangereux de traîner par là.
Le bâtiment peut s'effondrer sur les véhicules ou encore sur les passants. C'est vraiment inquiétant. Cette femme prend le risque de garer son véhicule sur les lieux, pas le choix. J'ai fait le constat. Je viens me garer ici tout en connaissant le risque. Je prends le risque et puis voilà. Je ne dirais pas que c'est irréfléchi, mais voilà, je prends le risque quand même parce que je n'ai pas où me garer. C'est la partie qui est plus proche de l'immeuble qui est en ruine. Donc j'estime que peut-être que là, je suis plus en sécurité. Encore qu'il y a toujours des risques. Mais moi, si j'étais à leur place, je n'habiterais pas ici, ça c'est sûr. Après l'effondrement de l'annexe du bâtiment, certains demandent que les concernés prennent leurs responsabilités pour éviter le pire. La dernière fois, le bâtiment Le préfet devrait prendre ses responsabilités, que ceux qui se trouvent dans le bâtiment soient délogés, que l'on ne parle plus de ce bâtiment. C'est trop risqué. La sommation du préfet aux locataires et aux propriétaires du bâtiment de quitter les lieux est vaine. Les occupants refusent d'obtempérer. L'insécurité dans nos rues et quartiers suscite aussi énormément de craintes. Les malfaiteurs semblent faire front aux forces de l'ordre. Le major Alun Kondi explique cette défiance par un sentiment d'impunité et la porosité de nos frontières. L'ancien enquêteur à la section de recherche est joint par Elhadj Malick Cissé. En ce qui concerne le comportement de la délinquance actuelle qu'on appelle une délinquance armée, qui s'oppose aux interventions des gendarmes et des policiers, c'est dû à quoi? C'est parce qu'ils ont eu un sentiment d'impunité et qu'ils ont su apprécier ce qu'on appelle la vulnérabilité des populations et de leurs biens. C'est ce qui a fait que finalement, nous avons constaté l'importation de la délinquance, parce que la délinquance armée avait lieu et a connu son histoire dans la sous-région, dans d'autres pays que nous n'allons pas citer. Et depuis quelque temps, ces derniers sont venus, ils ont recruté certains de nos jeunes délinquants et vu la porosité de nos frontières aussi, des armes ont été infiltrées à l'intérieur du pays parce que vous savez bien, le contrôle dans nos frontières, c'est pas du vrai contrôle. Par exemple, les douaniers, ils cherchent la fraude seulement, les gendarmes et policiers, ils ne demandent que des papiers de véhicules. Les gens ne sont pas fouillés, les bagages aussi ne le sont pas. Et cela veut dire quoi? Ils apportent facilement la drogue, les armes de petit calibre, et qu'au finish, quand ils font leur larcin, ils sont armés, et quand les gendarmes et les policiers veulent les arrêter, mais ils les défient, ils tirent les premiers, et puis ils s'exfiltrent. Maintenant, il nous appartient, nous, de faire ce qu'on appelle une stratégie, et de définir une stratégie. La stratégie que nous définirons, c'est dans la théorie de la proactivité. Il faut qu'on soit proactif. C'est de rechercher les nids de délinquants, ce qu'on appelle les associations de malfaiteurs. Il faut les chercher. Également dans l'actualité de ce mercredi, un groupe de 140 ex-contractuels de la Sénélec a envahi aujourd'hui la direction générale de la structure. Un rassemblement pour dénoncer ce qu'ils appellent du clientélisme politique dans les recrutements. Seynabou Babou était sur place, son reportage. Ils sont au total 140 personnes à réclamer des contrats à durée indéterminée. Les ex-contractuels de la Sénélec foncent à grande vitesse sur le directeur général de la Sénélec. Ils dénoncent le non-respect, selon eux, du protocole d'accord signé depuis 2017. La direction avait dit, quand la Sénélec a besoin des éléments, nous allons vous prendre, vous, le collectif des ex-contractuels. Et il avait dit, chaque année, nous allons vous donner des CDI et des CDD. Et depuis lors, il ne l'a pas respecté. Pour rappel, il avait organisé un concours. Parmi nous, les ex-contractuels, il y a parmi nous qui avaient des moyens. Et on ne les a pas recrutés. Ils ont recruté des jeunes qui n'ont jamais travaillé dans la Sénélec, des jeunes qui ne savent même pas comment on fait la relève, comment on fait le recouvrement et tant d'autres. Le collectif exige la régularisation des dossiers de ses membres sans délai. Par ailleurs, il dénonce le népotisme et le clientélisme politique dans les recrutements selon leurs propres termes. Extrait. Et ce que nous voulons, la régularisation du dossier des ex-contractuels. Sinon,
nous comptons poursuivre ce combat jusqu'à notre dernière énergie. Nous réclamons nos CDI. C'est tout ce que nous voulons. On a écrit des lettres, ils n'ont pas répondu. On a fait des points de presse, ils n'ont pas répondu. Tout ce qu'on a de droit, on l'a fait, mais ils n'ont pas répondu. C'est ce qui est plus déplorable, c'est le népotisme, le clientélisme. À chaque année, ou bien à chaque fois, ils embauchent des jeunes, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui ne savent même pas comment ça se passe les travaux de la Sénélec. Ces ex-contractuels de la Sénélec entendent continuer le combat jusqu'au bout pour avoir gain de cause. La direction générale de la Sénélec ne compte pas réagir pour le moment, d'après son chargé de communication. Aziz Fall est le conseiller spécial du directeur général de la Sénélec. Il affirme que tous les points d'accord ont été respectés par la société. Je vous propose d'écouter pour plus de détails. Tout ce qu'on a fait, c'était de sortir l'accord et de le mettre sur la table et de demander à toutes les parties prenantes de se concentrer sur les points de cet accord-là. Et il y a un peu moins d'une dizaine de points, je crois qu'il y en a 7 ou 8, il y en a 8 précisément. En passant en revue l'ensemble de ces points, on s'est rendu compte qu'il n'y a aucun point où Sénélec n'a pas été à la hauteur de ses engagements et de ses responsabilités. Et tout ce qu'il faut dire par rapport à cela, c'est que si, par exemple, cet accord a été signé avec le représentant de ce collectif, ce représentant, je vous le rappelle, c'est un facilitateur. Or, s'il y avait une question qui était relative au droit ou à la légalité, je pense qu'on ne prendrait pas un facilitateur, on aurait pris un avocat. Pour tout vous dire, c'est qu'il fallait justement trouver un consensus sur la base de la bonne volonté de Sénélec, compte tenu de la relation qu'on a eue avec ces gens-là qui sont des éléments de Sénélec depuis un certain nombre d'années. En réalité, ce qui nous intéressait, c'est d'avoir des assurances que Sénélec va continuer à appliquer les termes du protocole comme elle l'a fait en 2020 et en 2021. Et ces préoccupations-là ont été bien prises en charge par. Dans le reste de l'actualité, d'autres revendications. Saregayo est une localité située dans la commune de Sinthiou-Malem à Tambacounda. Ces populations réclament de meilleures conditions de vie, eau, électricité, infrastructures sanitaires. Correspondance au Seynou-Sow. De l'eau et de l'électricité, c'est ce que réclament entre autres les populations de Saregayo et environ qui ont tenu un point de presse pour se faire entendre. Nous, notre village date de 1945. Jusqu'à présent, il y a plus de 5000 personnes qui habitent ici et des villages environnants. Il y a le Sargué, le Sarendiobo, le Velingara, Sambak et Sirmandjala qui n'est pas loin. On n'a ni eau ni électricité. Pour faire boire nos troupeaux, ils marchent à 7 km. Et plus même, les femmes sont fatiguées, les enfants sont fatigués. Ces habitants sont remontés contre leur maire, Mamadou Saliba, qu'ils accusent d'avoir détourné leur forage au profit de notre village. Ce qui nous fait plus le mal, l'année passée, on avait octroyé des forages à la commune de Sinthiou-Malem, dont nous faisons partie. Au lieu de donner le forage à ces villages, notre maire a donné ce forage à un autre village qui fait partie de notre commune, un village de Ndoga Babakar. Sur le plan sanitaire, la seule case de santé qui est construite n'est pas équipée. On n'a même pas de case de santé. Il y a une petite case qui est large. Si tu es enceinte, on t'amène là-bas, tu ne peux pas accoucher. Si ton enfant est gravement malade, on ne peut pas le soigner. Il y a des femmes qui accouchent ici dans des chambres, dans des toilettes, et c'est vraiment désolant. Au niveau de l'école élémentaire également, on y note beaucoup de difficultés selon ses habitants. L'école est créée en 1996. C'est là que j'ai fait ma classe de CI. Jusqu'à présent, il y a 3 classes. Et il y a beaucoup de personnes qui veulent inscrire leurs enfants. Chaque année, on a des demandes, mais on n'a pas d'enseignants, on n'a pas de salle de classe. Parmi les doléances des populations de Saregayo, il y figure aussi le problème d'accès à l'état civil. On nous fait payer 10 000 francs pour avoir un extrait de naissance. Et enfin, ce extrait de naissance n'est même pas un bon, c'est un faux extrait de naissance. Face à tous ces problèmes, les populations de Saregayo et environ interpellent le président Macky Sall et menacent même de passer à la vitesse supérieure si rien n'est fait. Et on se quitte sur ces images. C'est donc la fin de ce journal. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Merci à l'ensemble des équipes en régie. Bonne suite des programmes sur ITV et je vous donne rendez-vous demain pour un autre 19h45.